internaute, bienvenue à cette émission sur le Trace de l'homme, au tout premier numéro de ce magazine. Habituez-vous à retrouver ce magazine pas sur Internet, alors sur YouTube bien sûr. Alors, pour ce faire, nous allons recevoir pour vous, pour le tout premier numéro du magazine sur le Trace de l'homme, un professeur que nous allons découvrir tout à l'heure à travers ce portrait. Ils sont nombreux et moins connus, ceux qui font l'honneur de la République démocratique du Congo à l'extérieur. Le professeur Jacques Mina est un passionné de la démographie, né à Bolobo dans la province du Mai-Ndombe et détenteur d'abord d'un titre des licences en démographie à l'université de Kinshasa, d'un diplôme d'études supérieures en démographie à l'université catholique de Louvain-la-Neuve, d'un diplôme d'études approfondies, toujours en démographie en l'an 2000 au sein de la même université. Enfin, d'un doctorat en sciences sociales en démographie en mars 2005. Issu d'une famille modeste, Jacques Mina a passé la moitié de sa carrière à survoler dans les airs, raison pour laquelle il a une expérience de travail dans plusieurs pays francophones et anglophones tels que le Malawi, la Belgique, le Burkina Faso, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Ghana, Kenya, Luxembourg, le Niger, le Nigeria, Togo, la Côte d'Ivoire, ainsi que les États-Unis. Les nombreuses formations dont il détient le diplôme et brevet font de lui aujourd'hui un expert en analyse des politiques des populations et des santé, expert en recherche opérationnelle et évaluation de programmes des populations, santé, environnement et développement. Il a une forte maîtrise de certains logiciels, bonne attitude à la communication acquise grâce à l'enseignement, au dialogue avec les décideurs, aux conférences et aux ateliers. Une forte capacité de coordination et de supervision des équipes culturelles et interdisciplinaires visant la réalisation des objectifs. Malgré ses nombreuses occupations, le professeur Jacques Mina continue à représenter valablement la République démocratique du Congo en étant membre de plusieurs associations de recherche scientifique. L'Union internationale pour l'étude scientifique de la population, Population Association of America, ainsi que l'Union pour l'étude de la population africaine, UAPS, dont il a été élu secrétaire général lors de la 8e conférence sur la population tenue à Entebbe en Ouganda en novembre 2019. Rien n'est perdu pour l'université de Kinshasa, qui aujourd'hui continue à bénéficier de fruits de dur labeur de ces scientifiques chevronnés en recherche qui apportent son expertise en étant à la tête du département de la science de la population. Professeur Jacques Mina, bonjour. Bonjour, Gabriela. Bienvenue à ce plateau de l'émission sur le Trace de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes sur vos traces, professeur Mina. Merci. Alors, professeur Jacques, vous êtes un ancien de Louvain-la-Neuve. Alors, quels sont les bons souvenirs que vous gardez de cette institution? Louvain-la-Neuve, je vois la rigueur, le travail, l'excellence. Et à l'université de Kinshasa? Il y a beaucoup d'efforts à faire. C'est tout ce que je peux dire. Parce que vous avez eu à faire vos débuts, vos premiers pas à l'université de Kinshasa comme assistant, comme professeur, comme chercheur, et puis vous êtes envolé à l'extérieur. Mais que retenez-vous d'important comme un grand souvenir de cette institution? Bon, l'université de Kinshasa, je pourrais dire qu'il y a plusieurs phases. Oui. La première phase, spécialement chez nous en démographie, au département des sciences de la population et du développement, de la faculté des sciences économiques et de gestion, c'est le travail, la rigueur aussi. Contrairement. Mais au fil des années, et même l'université était plus ou moins assez organisée. Mais au fil des années, il y a beaucoup d'efforts que nous devons fournir à tous les niveaux. Que ce soit au niveau du recrutement des étudiants, que ce soit au niveau de la qualité des enseignements, que ce soit au niveau de la gouvernance.
puisque, comme vous le savez, l'université de Kinshasa ne figure pas parmi les 100 meilleures universités africaines. Et ça, c'est triste. Alors, pourquoi? Puisque je pourrais dire qu'il y a un peu de mélange. Quand un professeur d'université, pour survivre, il doit être politicien, il doit être dans un cabinet politique, ça n'élève pas la cote de l'université. Puisque comment l'université est cotée? Il y a plusieurs facteurs. Il y a les publications, le nombre de publications scientifiques dans des revues reconnues, dans des revues scientifiques reconnues internationalement. Deuxième facteur, c'est les projets de recherche. L'argent que l'université amène, que les professeurs amènent à l'université à travers leurs projets de recherche. Le troisième facteur, c'est où travaillent les produits de cette université-là. Est-ce que les diplômés de cette université travaillent dans les grandes structures? Ça, ce sont les trois grands critères. Alors, si je prends les publications, je regrette, mais je pense que la plupart d'entre nous ne publions que quand nous voulons avoir une promotion. Quand on veut passer des professeurs associés, professeurs full, on va tout faire pour faire une publication. Plus son syllabus, on devient professeur full. Et c'est tout. Et quand on veut devenir professeur ordinaire, on va publier un livre. Alors, ça, alors que on ne connaît pas un professeur à travers les enseignements, nulle part au monde. Tu peux chercher sur Google, tu ne vas pas trouver qu'un professeur d'université est coté puisqu'il enseigne très bien et il enseigne dans 20 universités. Non. On connaît le professeur d'université à travers ses publications scientifiques. Combien de fois cette personne est citée par les autres chercheurs? Mais c'est ça, c'est pourquoi je parle de l'effort. De l'effort. Et l'environnement du travail n'aide pas les professeurs. Ailleurs, même dans les pays africains, je ne donne pas la comparaison avec l'Europe. Si tu vas au Ghana, tu vas au Kenya, l'université dote les professeurs des ordinateurs dans leur bureau. Il y a les imprimantes. Donc, ils peuvent faire, il y a l'Internet. Mais ici, chez nous, les professeurs se débrouillent. Donc, c'est complexe. La situation est vraiment complexe. Et la qualité des étudiants. Alors, comme on a maintenant, qui est grand professeur, c'est celui qui passe souvent dans les médias. Je ne suis pas contre. C'est faire de bruit à la télévision, attaquer les politiques. Là, tu deviens un grand professeur. À travers des tweets. À travers des tweets. Un grand professeur, c'est celui qui réforme dans son domaine, qui contribue dans l'avancement de son domaine. C'est comment, c'est sa participation à la communauté des chercheurs dans son domaine. Tu es dans quelle communauté de chercheurs? Tu travailles dans quelle, tu es dans quelle organisation professionnelle? Tu joues quel rôle? Est-ce que tu participes, tu publies combien de fois par an? Tu participes à combien de conférences internationales? Et à quel rôle? C'est ça qui va nous relever. Mais malheureusement, les contextes aussi posent problème. Voilà, les contextes posent problème. Professeur Jacques Emina, près de 20 ans de carrière dans la recherche en démographie. Alors, vous aimez ce que vous faites? J'aime bien. Je pourrais même dire que je suis passionné. Je suis passionné. Je pense que je ne regrette pas mon choix. Je trouve... c'est pourquoi je suis dans presque toutes les organisations des démographes. Je suis là. Je suis à l'Union pour l'étude de la population africaine, où j'ai contribué comme secrétaire général. Je suis à l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population, qui est l'organe, donc l'association professionnelle des spécialistes des questions de population
dans le monde. Donc ça, c'est l'UEPA, c'est en Afrique, mais l'UESP, c'est le monde entier. Et je suis à l'Association pour l'étude de la population américaine aussi. C'est basé aux États-Unis, mais il y a des chercheurs du monde entier. Donc, c'est pourquoi je suis passionné. Je ne rate pas ces occasions-là. Vous êtes passionné, mais en vous entendre parler, professeur Jacques-Yamina, votre champ d'exercice, votre champ de recherche, c'est l'extérieur. Mais qu'en est-il de la RDC, votre pays? La RDC, je suis là. La preuve en est que nous sommes en train de parler ici, à Kinshasa. Je suis chef de département de démographie. J'enseigne à l'université de Kinshasa. Je n'enseigne pas ailleurs. Mais le reste de mon temps, je passe dans la recherche. Et c'est dans ces cadres-là que nous sommes en train de discuter, puisque je dirige aussi une structure de recherche, Population and Health Research Institute, FERI. Alors, basé où? Basé ici à Kinshasa. Et nous sommes en train de mener des activités, peut-être en silence, puisque nous avons déjà fait l'évaluation de l'enseignement du cours d'éducation à la vie dans les écoles de Kinshasa. Nous avons l'échantillon d'à peu près 200 écoles secondaires de Kinshasa. Nous avons, dans ces activités, nous avons déjà fait l'analyse de la situation de la santé de la reproduction dans les grands Kasaï, dans les grands Kasaï, Kasaï oriental, Kasaï central et Kasaï. Nous avons fait d'autres études, notamment nous sommes en train de conduire une étude sur la masculinité positive dans la périphérie est de Kinshasa et une autre étude sur l'utilisation de la contraception traditionnelle en RDC en partenariat avec les autres. Mais le vrai problème, c'est que toutes les études que nous menons, nous ne bénéficions que de financements extérieurs. Ce sont les gens qui sont à l'extérieur qui nous connaissent, qui connaissent notre valeur, qui nous contactent, qui nous demandent du travail pour eux. Alors, au niveau national, notre gouvernement n'a pas une politique de recherche. Je suis désolé de le dire, il n'y a pas de moyens. La preuve en est que si nous allons dans nos universités, après les recteurs, nous avons un secrétaire général académique. Mais il n'y a pas un secrétaire général à la recherche. Ça montre que la recherche n'est pas une priorité. Nous avons encore les universités d'enseignement. Nous n'avons pas les universités de recherche. Une fois de plus, c'est une raison qui fait qu'on ne peut pas être classé parmi les meilleures universités, tant en Afrique que dans le monde. Voilà, professeur Jacques-Yamina. Là, nous sommes à la fin de la toute première partie de cette émission. La seconde, ça sera entretien. Et d'entretien, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, vous avez beaucoup de choses sur les cœurs, puisque la démographie aujourd'hui en RDC semble être placée dans les oubliettes. Vous, en tant que démographe, vous donnez ces droits-là de défendre votre science. Alors, tout ce que vous avez à dire, vous le direz à la seconde partie de cette émission Entretien. Comment investir dans la démographie en Afrique et en République démocratique du Congo en particulier. C'est parti. De rester branché, de vous abonner sur Gabriela Kim Télévision YouTube. Merci à vous. Vous suivez l'émission sur le trace de l'homme. C'était la première partie, le portrait, l'échange avec l'invité. Alors la seconde partie, c'est l'entretien, comment investir dans la démographie en Afrique et en République démocratique du Congo en particulier, puisque nous recevons aujourd'hui pour vous un professeur d'université. Il est spécialiste en démographie. Lui, son domaine,
domaine, c'est la démographie. Alors, la démographie en République démocratique du Congo est l'une de ses priorités. Alors, la doctrine de l'espace vital des géopoliticiens allemands, tout comme de la sphère coprospérité, s'appuie sur l'idée fondamentale que l'étendue du territoire doit être ajustée à la croissance du nombre, faute de quoi les sociétés en expansion démographique sont condamnées à l'asphyxie. Professeur Jacques Emina, vous ne pensez pas que cela, c'est déjà le cas de la RDC, de Kinshasa en particulier? Nous vivons déjà l'asphyxie. Oui et non. Oui, puisque après l'accession de notre pays à l'indépendance, il n'y a pas eu un plan d'urbanisation de la ville de Kinshasa, même du pays. Oui. À part quelques initiatives sous la Deuxième République, telles que la cité Mama Mobutu, cité Salongo, quelques initiatives. La croissance de la ville de Kinshasa s'est faite de manière désorganisée, sans respect des normes urbanistiques. C'est pourquoi nous vivons les inondations, nous vivons chaque jour aussi les érosions. C'est ça, c'est pourquoi je dis il y a un problème. Le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas gérer la population. On ne connaît pas il y a combien de Congolais. Et à Kinshasa, il y en a combien. Et quels sont les besoins de ces populations-là en habitat, en logement, en éducation, en ceci. Comment planifier la croissance de la ville? Non, pourquoi? Puisque je pense qu'on peut arriver à améliorer la croissance de la ville de Kinshasa. Si je prends les villes comme Caire en Égypte, comme je prends même Lagos, ils sont plus peuplés que Kinshasa. Oui. Alors, le vrai problème que nous avons, c'est qu'on ne connaît pas le chiffre de population et on ne veut pas non plus intégrer la variable population dans le développement, dans la planification du développement. Donc, c'est ça le vrai problème. Mais en vous entendre parler, professeur, c'est comme si le département de la démographie n'existait pas. C'est comme si le ministère de l'urbanisme n'existe pas ici en RDC. Et pourtant, à chaque fois, quand il y a sortie du gouvernement, nous entendons une nomination à la tête de ce ministère-là, urbanisme. Alors? Oui. Je ne veux pas dire ceci. Le département de démographie a été créé en 1973. Donc, dans 2 ans, nous allons célébrer les 50 ans d'anniversaire de ce département-là. Alors, si pendant la Deuxième République, les départements étaient connus même au niveau de la présidence, puisque à l'époque, en 1986, le président Mobutu avait signé une ordonnance créant le Comité national de la population, qui est une institution qui devait réfléchir sur les politiques des populations et conseiller le gouvernement. Oui. Et doter le pays d'un document de politique de population. Les départements de démographie figurent bel et bien dans cette ordonnance comme une institution, pour vous dire qu'à l'époque, le département était connu. Le département était impliqué officiellement dans le recensement de 1984, officiellement. Si je dis officiellement, c'est pour faire la différence avec les individus. Puisque si vous invitez le professeur Emina en tant que professeur Emina, ça n'engage pas le département de démographie. Mais si vous invitez le département de démographie officiellement, le département de démographie peut déléguer un professeur, s'il délègue le professeur Emina, là le professeur Emina représente le département. Mais depuis lors, le CONAPO
avait élaboré un document de politique des populations que le gouvernement avait soumis au Parlement de l'époque. Le Parlement avait fait des observations, mais malheureusement, en 1990, avec la démocratisation du pays, ces documents ne purent rentrer au Parlement pour être adoptés. Alors, depuis lors, on travaille comme ça. Tantôt, si la structure veut qu'on ait un démographe, veut l'inviter, il invite. Mais l'implication du département officiellement pose problème maintenant. Oui. Et la preuve en est que l'ignorance de la démographie, on parle du recensement tout le temps. Tous les politiciens parlent du recensement. Mais à la primature, à la présidence, il y a combien de structures qui sont spécialisées des questions de population pour conseiller le président ou conseiller le premier ministre? Il n'y en a pas. Mais vous allez retrouver la redondance où plusieurs conseillers économiques et financiers partout, plusieurs conseillers en mine ou en agriculture ou en stratégie dans toutes les structures. C'est ça le vrai problème. Voilà, c'est ça le vrai problème, professeur Emina. Avant d'abord de parler du recensement, nous avons appris il y a quelques mois que le chef de l'État a fait une annonce. Il envisage l'extension de la ville de Kinshasa avec la construction d'une nouvelle ville qui s'intitulera Kitoko, une duplication de la ville du Caire dont vous venez d'évoquer tout à l'heure. Le chef de l'État pense que dans les années qui viendront, Kinshasa aura à peu près 30 millions d'habitants. Vous, en tant qu'expert en démographie, vous pensez que cette expansion sera la meilleure solution aux côtés de l'exode rural qui sévit à Kinshasa, professeur Emina? Merci beaucoup pour la question. C'est une bonne idée. Si l'objectif c'est d'améliorer les conditions de vie des Congolais, c'est bien. Mais il faut que ça soit basé sur l'évidence. Ça doit être basé sur des données vraies. Ça doit être une politique globale, pas une politique sectorielle. Donc, qu'est-ce que j'entends par politique globale? On doit l'intégrer dans la politique nationale. Puisque ça ne sert à rien d'aller créer une extension de la ville de Kinshasa. Bon, je ne sais pas quelle sera la taille de cette extension. Et la localisation aussi. La localisation, peu importe, mais ce qui importe beaucoup plus, c'est la taille et les infrastructures qu'on va y mettre. Oui. Et ensuite, si à l'intérieur, il n'y a pas d'opportunité, s'il n'y a pas de routes, s'il n'y a pas d'école, d'université à l'intérieur, de vraies universités, s'il n'y a pas d'emploi à l'intérieur du pays, s'il n'y a pas de structures de formation sanitaire à l'intérieur du pays, ça va amener aux mêmes conséquences qu'aujourd'hui, puisque les gens vont continuer à venir ici, puisque chez eux, ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent. Parce que professeur Emina, moi personnellement, en fait ça n'engage que moi, j'ai la sensation comme si il n'existe plus des espaces libres ici à Kinshasa. Par exemple, si vous allez vers le plateau de Bateke, vers Kinkole, Ntsele, la commune de Ntsele Maluku, presque tout le terrain sont vendus par le chef coutumier. Donc les gens construisent là-bas du matin au soir. Ce sont des maisons qu'on construit à tout moment. Mais alors, s'il faut étendre la ville de Kinshasa, professeur Emina, faudra raser, faudra détruire? Non, je pense qu'il y a encore de l'espace, puisque Kinshasa a une superficie de plus de 9000 km². Et il y a une bonne partie de cette superficie qui n'est pas encore occupée. Le vrai problème, c'est planifier. Le problème avec ce que les chefs coutumiers sont en train de faire, c'est qu'il n'y a aucun plan d'urbanisme.
Ils vendent et l'État observe, l'État prend, délivre les documents, mais l'État n'encadre pas. Ouais. Il devait y avoir une collaboration entre le chef coutumier et l'État. Oui. On devait faire un plan de lotissement. Que voilà, tel espace on va lotir, il y aura à peu près autant de parcelles et autant d'espace pour le terrain de jeu, autant d'espace pour les écoles, autant d'espace pour... en tenant compte de la démographie qui sera là-bas. On doit estimer. Il existe le cadastre Le pour ça. plan de cadastre, il faut ça. Est-ce que ça fonctionne? Bon, je suis un peu content puisqu'on a dit on va numériser. Mais oui, numériser, mais il faut la collaboration. Plusieurs secteurs Oui. sont des secteurs multisectoriels. Il faut impliquer les démographes, il faut impliquer les statisticiens, il faut impliquer les gens de l'environnement, il faut impliquer plusieurs structures pour bien organiser le lotissement. Sans cela, on va continuer à vivre ce que nous sommes en train de... Donc, ça sera que déplacer les problèmes et les conséquences seront les mêmes. Mais est-ce qu'on peut, on peut nous rattraper, la possibilité de nous rattraper sur le point de vue démographique? Parce que, tel que la commune de Limete, dans les temps, quand on grandissait, on connaissait Limete résidentiel, où il y avait des habitations, Limete industriel, où on ne retrouvait que des entreprises, de sociétés, des industries. Mais aujourd'hui, ce sont des concessions morcelées. Chacun sa petite parcelle, il construit sa maison. Alors, dans tout ça, avec tout ça, il y a des problèmes dans la ville de Kinshasa. Mais est-ce qu'on pourra nous rattraper par rapport à ça? Si l'État veut, l'État peut. Si le gouvernement réorganise le pays, si on réfléchit sur le plan d'urbanisme, si on implique toutes les parties prenantes, Ouais. l'État prend des décisions. Moi, je regarde, il y a des zones qui sont impropres à la construction, mais je trouve que les gens ont construit là-bas Tel et que? l'État observe. Si vous allez en face de l'Unikin, c'est plein. Le terrain de l'Unikin, du côté de Banzalemba, c'est pris. Monastère. On a vendu. Du côté au-delà du plateau des professeurs, tout a été vendu. Tchad, Le Kogelos. Tchad, Kogelos et tout ça. Mais l'État doit être l'État. Si vous observez ici à Kinshasa, vous allez voir qu'il y a même des rues, les avenues, que ici, l'avenue mesure peut-être 6 mètres. Plus vous avancez, l'avenue ne mesure plus que 1 mètre. Alors, c'est l'État qui doit regarder et faire appliquer la loi, respecter les règles. C'est vrai, c'est difficile, mais la quinine est amère, mais si on ne donne pas ça, la personne ne va pas être guérie du paludisme. Et il ne faut pas de politique de 2 poids, 2 mesures, qu'être coincé à un certain moment. Donc il nous faut les politiques basées sur des faits concrets. Ouais. On regarde la ville de Kinshasa, qu'est-ce qu'on veut de la ville? Connaître quel est le nombre d'habitants, il y a combien de Congolais, ils habitent où, ils sont qui? Alors, quelle est la meilleure politique du lotissement? Quelle est la meilleure politique? Alors, les gens réfléchissent et l'État cherche les moyens, collabore parfois même avec les privés, les secteurs privés, pour mettre en œuvre cette politique-là. Alors, puisque vous parlez de cette bonne politique, en 2020, début 2020, on a tous fait face à la pandémie Covid-19 qui sévit jusqu'à aujourd'hui dans le monde entier. Mais alors, pensez-vous que on va observer une révolution démographique, c'est-à-dire la hausse de la fécondité dans certains pays frappés? Oui et non. Toujours. Peut-être oui. Puisque au début, quand il y a eu confinement, les gens pensaient à une reprise de la natalité. Du fait que les gens pouvaient ne pas avoir accès au service de santé, contraception, tout ça. Mais on n'a pas encore observé ces booms-là. Dans quelques pays, on n'a pas observé ces booms-là.
Et chez nous, là où on pouvait observer ces booms, peut-être, déjà la prévalence contraceptive est faible. Oui. Et ensuite, il n'y a pas vraiment de confinement chez nous. Les gens ne respectent pas les gestes et barrières et tout ce que les gens ne croient même pas à la maladie. Et nous sommes en train d'analyser, mais il y a des effets peut-être sur la mortalité. Puisque il y a, pendant une période, certains enfants ne pouvaient plus avoir accès au vaccin. Du fait que les gens avaient peur de fréquenter les institutions sanitaires ou alors par rupture de stock. Bon, nous sommes en train, je n'aime pas faire généraliser les choses, au niveau l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et le secrétariat général des Nations Unies, et particulièrement les départements des affaires économiques et des affaires sociales, ont mis en place un groupe technique de chercheurs, 30 chercheurs, pour analyser la mortalité liée au Covid. Et je fais partie de ces 30 experts. Et nous sommes en train de réfléchir pour voir est-ce qu'il y a eu une surmortalité. Quelle est la part de la mortalité liée au Covid et quelle est la part directement au Covid et quelle est la part liée indirectement au Covid. Dommage que peut-être pour la RDC, nous ne pourrons pas peut-être répondre à ces questions-là de manière claire, puisque nous avons un déficit statistique. Les statistiques n'existaient pas. Et les systèmes de santé posent encore problème. Et la fréquentation des services de santé pose problème. Il y a des gens qui meurent en dehors des services de santé, beaucoup. Et on ne sait pas avoir leur cause de décès. Voilà un peu la situation. Il peut y avoir révolution démographique, mais il nous faut les travaux de recherche pour confirmer. Voilà. Il faut faire de recherche pour avoir le cœur net. Professeur Jacques-Yamina, je rappelle que vous êtes chef du département chef du département des sciences de la population et développement à l'université de Kinshasa. Qu'est-ce qui fait assez que votre département puisse avoir moins d'étudiants, 50 étudiants pour un département stratégique comme le vôtre? C'est absurde, professeur. Oui. Bon, d'abord, comme on l'a dit, au niveau national, les démographes ne sont pas connus. Et le métier de démographe n'est pas bien connu. Ça, c'est un problème déjà. Ce qui fait que, même en regardant beaucoup de structures, là où on pouvait avoir besoin de démographes, on préfère utiliser des gens qui ne sont pas spécialistes au lieu de recourir au département de démographie. Il y a le fait que beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas le rôle de la démographie dans le développement du pays. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la structure même du département. Le département ne recrute ne fonctionne pour l'instant qu'au niveau de la licence. C'est-à-dire qu'on prend les gradués qui viennent d'ailleurs, ils vont venir chez nous. Alors, ça pose un peu problème. Quand vous dites d'ailleurs... C'est-à-dire que nous n'organisons pas, actuellement, nous n'avons pas un premier cycle en démographie. Oui. Alors, nous sommes en train de travailler pour avoir un premier cycle en sciences de la population et du développement. Oui. Comme ça, les étudiants vont commencer dès la première année. Quand ils vont arriver en troisième année, ils pourront choisir l'option. Oui. Il y a ceux qui vont faire les sciences de développement et d'autres vont faire les sciences de la population. Oui. Alors, et ensuite, il y a 3 ou 4 masters que nous organisons. Alors, nous sommes en train de travailler sur ça. Et enfin, il y a le problème de vulgarisation. Nous devons tout faire pour vulgariser, annoncer l'existence du département dans d'autres universités, au niveau de la communauté. Peut-être certaines personnes
pourront comprendre le bien-être de ces départements. Mais est-ce que vous avez pris soin de changer, par exemple, avec le ministre de tutelle, avec le recteur, par rapport à ces contraintes? On commence d'abord par la faculté. Nous sommes en train de discuter. Nous sommes en train de... Notre vision, c'est d'avoir une école de sciences de la population et de développement. Là, nous allons former les spécialistes des questions de population. Nous allons former les spécialistes des questions de développement et des questions humanitaires. Nous allons former les spécialistes des données, de sciences des données, les spécialistes d'évaluation des programmes et les spécialistes en genre et santé de la reproduction. Ça, ce sont des projets que nous avons, que nous sommes en train de discuter. Nous sommes encore en train de discuter avec les autres collègues. Donc, et nous pensons aussi, peut-être, on ne sait jamais, organiser beaucoup plus d'autres activités pour que les gens se rendent compte que la population étant la première ressource du pays, avoir les spécialistes des questions de population pourra être un outil de pilotage pour le développement de ces pays. Dans d'autres pays, au-delà d'avoir le département de la formation en sciences de la population ou de démographie, il y a un conseil national chargé des questions de population. Chez nous, il n'y a pas cette structure. Chez nous, les questions de population se traitent peut-être au ministère du Plan, mais c'est une petite direction qui n'est même pas connue. Donc, il y a un travail à faire, tant au niveau de nous, les professeurs d'université, au niveau de l'université, pour améliorer la visibilité du département, pour améliorer la formation, avoir beaucoup d'étudiants, former beaucoup de gens, et aussi au niveau des gouvernants pour soutenir. Parce que jusque-là, notre pays ne fonctionne apparemment que sur base de ce que l'extérieur donne. Voilà. Alors, la semaine dernière a été marquée par la déclaration de la CENCO, la conférence épiscopale nationale des évêques du Congo, qui exige les scrutins électoraux dans le délai de la Constitution. Et certains politiques pensent qu'il faut d'abord un recensement de la population congolaise avant les élections. Alors, une population comme la nôtre, peut-on la recenser dans combien de temps, professeur? Donnez-nous les chiffres. Bon, ça dépend de quel niveau, puisque le projet du recensement date de 2006, de Mozito. Et jusqu'aujourd'hui, ça traîne. Ça peut prendre 2 ans. Je ne sais pas à quel niveau ils sont. S'ils doivent reprendre à frais, donc tout à zéro, je ne sais pas à quel niveau ils sont, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 4 ans. Ça dépend de la vitesse aussi d'exécution. Donc c'est ça le dilemme. Ouais. Mais moi, je ne souhaite pas qu'on mélange le recensement avec la politique. Sinon, on va biaiser les chiffres. Il y a j'ai plusieurs exemples. Il y a l'Inde, il y a le Bangladesh, 2 exemples que je connais, où on a fait des recensements avec des visées électorales. Conséquence, on a surestimé la population dans certaines zones qui étaient favorables aux partis politiques au pouvoir, et on a sous-estimé la population dans les zones qu'on croyait être de l'opposition. Donc, mélanger les recensements de la politique, associer ça à la politique, c'est très dangereux pour le pays. Voilà, c'est très dangereux, professeur Emina, mais sur base des éléments que détient la CENI, vous en tant que démographe, c'est déjà un pas pour recenser cette population. Je ne pense pas qu'avec ce que détient déjà la CENI, vous aurez un grand travail à faire. Mais la CENI était manipulée par les politiques. En croire ce que les politiques eux-mêmes disent, que la CENI n'était pas apolitique, crédible. Si la CENI était crédible, mais bien que la CENI ne recense que la population en âge électoral,
Et qu'en est-il des gens qui doivent avoir 18 ans l'année de l'élection? C'est pourquoi on doit prendre les choses à temps, démarrer à temps. S'il faut un recensement, alors on donne les moyens et on le fait de manière neutre. Ouais. On fait les recensements, ça c'est une activité. Et on fait l'identification de la population qui est une autre activité. Mais c'est quoi la différence entre recensement de la population et identification de la population? Le recensement scientifique de la population, c'est une opération scientifique. Là, c'est des besoins statistiques seulement. Les noms des individus n'apparaissent pas dans les analyses. Ouais. Mais l'identification de la population, c'est fait pour savoir qui est qui et il habite où. Et on donne une carte d'identité. Ouais. Mais les deux sont complémentaires. Si vous avez déjà un recensement, ça va vous faciliter l'identification. Pourquoi? Puisque vous allez estimer le coût de l'identification à partir des données du recensement. Vous allez dire que dans telle province, on a recensé à peu près autant de personnes. Ils sont peut-être 100 000 personnes. Et 100 000 personnes, dans la planification des activités, vous savez qu'on va donner l'identification à environ 100 000 personnes. Et on peut, avec les chiffres, les analyses des données de recensement, on va estimer le taux de fécondité, donc combien, en moyenne, une femme a combien d'enfants, en moyenne, quel est l'âge au décès des Congolais, ça va donner des statistiques. La structure de la population va dire qu'il y a autant de jeunes, autant de vieillards, autant de ceci. Donc ça va, les chiffres du recensement vont aider les opérations d'identification dans notre Voilà, part. si je peux vous résumer, professeur Jacquemina, puisque nous sommes en train de tendre déjà vers la fin de cette émission, si aujourd'hui l'État congolais s'organise et qu'il y ait une structure qui s'occupe de l'identification de la population, du recensement et consorts, parlons d'un institut, donc la CENI, on n'aura plus besoin de la CENI. Non, mais si nous avons... Bon, il y a une structure, l'ONIP existe, mais qui n'est pas opérationnelle jusque-là. Mais si nous avons un registre de population, la CENI n'aura plus de raison d'être. Puisque en Europe, par exemple... Puisqu'on coûte déjà à... Voilà, en Europe, on connaît à peu près les gens qui vont avoir 18 ans en 2023. Ils savent qu'en 2023, telle personne, puisqu'il y a un registre, tout le monde qui entre sur le territoire belge, par exemple, on sait qu'il y a telle personne qui est entrée, tel jour, il habite telle adresse. Un il y a registre numérisé aussi. Numérisé, tout est numérisé. On peut, donc on sait qui est qui et il habite où. Oui. Même le domaine des impôts, vous saurez, même la numérisation des plaques, ça sera facile si vous avez un bon registre de population. La CENI, le ministère de l'Intérieur, le jour avant les élections, envoie les invitations aux adresses. On sait que tel a 18 ans, tel n'a pas encore 18 ans, et on envoie les élections qu'aux personnes en âge électoral. Et la CENI ne va plus exister. Il n'y aura plus de raison d'une CENI. Nous avons la CENI et ça nous coûte cher. Très cher. Voilà. Mais alors que si on met en place un registre des populations numérisé, tenu en temps réel, on n'aura plus besoin de la CENI. Ça va coûter cher au début, mais à long terme, c'est moins cher. Action. Okay. Et il ne faut pas oublier qu'à la CENI, il y a toujours un représentant de chaque regroupement politique d'un parti politique. Alors, quand on a l'opposition, on a la majorité, on a tel, on a tel, on a tel. Et ce sont ces mêmes têtes qui composent la Commission électorale nationale indépendante ici en RDC, professeur Emina. La politique, je n'aime pas parler de la politique. Pourquoi? Puisque la politique a une autorité particulière. Moi, j'aime parler de la science qui a une autorité générale. La politique, la couleur rouge, on peut te dire,
convaincre aux gens que c'est la couleur blanche, tu es obligé de faire. Et pourtant, c'est rouge. Oui, tu ne dois pas contredire l'autorité morale. Tu ne dois pas contredire le chef du parti, les responsables du parti. Mais nous, en sciences, nous sommes libres. Moi, je dis à mes étudiants toujours que, je donne un exemple, 2 plus 2, j'écris au tableau, 2 plus 2 égale 5. Les étudiants vont me dire que non, prof, ce n'est pas vrai. C'est 4. Ils peuvent me démontrer. Et s'ils ont raison, ils ont raison. Et c'est 4, c'est vrai. Ce n'est pas 5. Alors qu'en politique, je ne peux pas contredire mon chef. Si je le fais, il m'exclut de son parti. Hein? Donc, c'est ça. Alors, les politiques ont un intérêt particulier. C'est le pouvoir. Nous, en sciences, c'est la recherche de la vérité. Nous, on veut la vérité. Alors, c'est pourquoi j'ai dit avoir un registre de population, ça va résoudre beaucoup de problèmes. En termes de planification, on veut construire Kinshasa-Kitoko. On saura qu'à Kinshasa, il y a autant de personnes. On veut la gratuité de l'enseignement. On va savoir que dans telle province, tel territoire, il y a autant d'enfants âgés de 6 à 12 ans qui sont concernés par la gratuité. Que le taux de réussite de la première année en deuxième année est de autant de pourcents et que le taux de redoublement est d'autant de pourcents. On a besoin d'autant d'enseignants et qu'actuellement nous avons autant d'enseignants, on a besoin d'autant d'écoles. Actuellement, on n'a que autant d'écoles. Avec un bon registre de population, ça va être un bon outil de pilotage pour le gouvernement. Donc, si vous améliorez votre politique de population, vous en avez une et vous l'améliorez, vous la tenez, même le ministère de la Santé sera bien gouverné. Puisque aujourd'hui, je ne sais pas si le ministre de la Santé connaît la première cause de mortalité en RDC et par âge et par sexe. Je ne pense pas. Alors que si nous avons de vrais chiffres de population, même le budget de la santé sera orienté. On saura que le vrai problème que nous avons, c'est le paludisme. Alors, le budget que nous avons, si c'est des 2 milliards, les 2 milliards, on va donner priorité, tel pourcentage au paludisme, à la lutte contre le paludisme, et tel pourcentage à la lutte contre le sida, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on gouverne à vue. On n'a aucune référence pour gouverner. On tâtonne. Les chiffres qu'on avance de population sont des estimations qui dépendent, qui sont fondées sur les recensements de 1984. 1984, c'est plus de 30 ans. Et nous sommes en 2021. 2021. Et on fait des hypothèses. Et ces hypothèses-là peuvent être biaisées. Pourquoi? Puisqu'il y a eu plusieurs phénomènes qui ont perturbé. Il y a eu des guerres. Étant donné qu'il y a eu des guerres, il y a eu des hypothèses de mortalité, de natalité, de nuptialité, de migration ont changé. Donc aujourd'hui, on ne peut pas avoir des projections même par province. C'est difficile. Alors, professeur Emina, nous sommes à la fin de cette émission. Une toute dernière question. Le nombre apparaît aujourd'hui comme l'un des facteurs importants de la puissance des États. D'un État, par exemple, un homme sur 5 est chinois. Et la Chine a été baptisée comme l'empire du milliard avec plus de 1 milliard d'habitants. Alors, on a compris que la force de la Chine, ce n'est ni le minerai, ni autre chose, mais la population, cette main-d'œuvre. Alors pourquoi ne pas en faire autant avec la République démocratique du Congo où sa population est en train d'accroître? C'est vrai que la population, c'est une force. La population, c'est les marchés. Mais il faut faire attention. La population, c'est une bombe aussi. Alors, ce n'est pas le nombre qui compte, la qualité compte aussi. Si vous avez 10 personnes et toutes ces personnes sont malades, vous bénéficiez ou vous perdez. Puisque ça va coûter trop cher, puisque vous devez chercher les soins de santé chaque fois. Alors, actuellement, la structure de la population congolaise
a une base large. Ouais. Il y a beaucoup d'enfants et très peu de personnes de troisième âge. Alors, avoir beaucoup d'enfants, ça signifie quoi, d'enfants-là? Le scolariser. Un budget pour les scolariser, un budget pour les nourrir, pour les soins de santé, un budget pour créer l'emploi. Est-ce qu'avons-nous ces budgets-là? J'avais fait quelques estimations en 2017. Si j'avais pris l'exemple des enfants de 5 à 14 ans, si le gouvernement, en 2017, avant la politique de la gratuité, si le gouvernement congolais devait prendre en charge tous ces enfants-là, de 5 à 14 ans, en payant seulement $100 pour chaque enfant, ça devait coûter 2 milliards, un peu plus de 2 milliards 500 millions de dollars au gouvernement en 2020. Alors, est-ce que c'est le coût de la scolarisation est de $100? Je ne pense pas. Pour estimer le vrai coût de la scolarisation, il faut penser aux écoles privées, où l'État ne donne rien. Et la moyenne pourra être de $500 par enfant. Donc, si vous multipliez 2 milliards 500 millions par 5, c'est quel budget? Et bon, si nous prenons même l'hypothèse de 2 milliards 500 millions, quel a été le budget l'année passée? Le budget était ramené aux alentours de 5 milliards. Ramené 5 milliards. Donc, rien que l'éducation, ça prend plus de la moitié. Et qu'arrivera-t-il à la santé? Et les autres secteurs? Je vais vous donner quelques exemples. Donc, il y a un vrai problème. La structure de la population, la RDC a fait un progrès dans la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Ouais. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que les enfants qui décédaient vont passer à l'âge scolaire. Ça va gonfler l'effectif d'enfants à l'âge scolaire. Scolarité. Alors, si l'État a de moyens de scolariser ses enfants, c'est bien. Maintenant, s'il a de moyens, tous ces enfants-là sont scolarisés. Bien scolarisés aussi. Hein. Il faut que ça soit bien scolarisé pour qu'ils soient compétitifs dans le marché de l'emploi. Maintenant, après, ils seront déversés dans le marché de l'emploi. Il faut que l'État puisse avoir le moyen pour donner l'emploi à tous ces jeunes-là qui vont terminer. Et dans ces cas-là, il y aura maintenant ce que nous appelons le dividende démographique. Puisque ça va générer un boom, donc, des réserves d'économie, puisque ces jeunes-là vont travailler. Quand ils vont travailler, ils vont prendre en charge les autres. Il y aura l'économie qu'on va, ces ressources-là, pour être, l'économie sera relancée, et ainsi de suite. Mais dans le cas contraire, prenons les cas qu'ils sont scolarisés, mais ils n'ont pas d'emploi. La conséquence, c'est quoi? Vous allez former ça sera des koulouna. Et voilà. Et l'un des exemples, c'est les pays arabes. La révolution, les pays arabes, les révolutions qu'on a eues, les printemps arabes, c'était dû au fait que le jeune bien éduqué n'avait pas l'emploi. C'est ça qui avait bousculé les institutions. Et ça peut arriver chez nous aussi. Alors, l'autre hypothèse, c'est qu'on n'a pas d'argent pour même les envoyer à l'école. C'est les koulouna. Alors, quel sera l'intérêt d'avoir 1 milliard d'habitants, mais tous sont pauvres? Si vous avez 1 milliard et que cette population n'a pas le moyen d'acheter même un stylo, vous avez un marché potentiel, c'est comme nos minéraux, ça sera un marché potentiel, mais qui ne sera pas effectif. Comme nos minéraux, ils sont là, c'est une richesse potentielle, mais nous ne savons pas mettre en valeur. Et c'est pourquoi les gens sont pauvres. Vous pouvez avoir 80... Le Rwanda a combien d'habitants? Mais le Rwanda nous défie. C'est la qualité de la population aussi qui joue. Il ne faut pas avoir la population pour avoir, il faut avoir une population que vous maîtrisez et une population qui sera utile pour le développement de votre pays.
Voilà ce que je peux dire. Voilà, professeur Jacquemina, nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle à tous nos internautes, à tous nos fidèles téléspectateurs que vous suivez l'émission sur le Trace de l'Homme. La première partie était consacrée au portrait, à la présentation de l'invité. Nous étions sur le trace de notre invité, le professeur Jacquemina. Et à la seconde partie a été consacrée sur l'entretien, comment investir dans la démographie en Afrique, plus précisément en République démocratique du Congo. Et ensemble avec le professeur, nous avons soulevé certains défis liés à la démographie, certaines choses que l'État congolais doit améliorer pour que les choses aillent mieux en RDC. Alors, professeur, nous sommes à la fin. Nous avons plus assez de temps. Un mot de la fin, un message surtout à l'État congolais, aux autorités qui vont nous suivre en ce moment, et sans oublier que dans quelques jours, nous aurons un gouvernement, mais que le Premier ministre et ses gouvernements pensent à la population et pensent à la démographie. Oui, nous avons besoin, le pays a besoin d'une structure qui va conseiller le gouvernement sur les questions de population. Les questions de population sont des questions de souveraineté nationale. Il faut que le gouvernement puisse avoir une politique des populations pour bien gérer les ressources, puisque la population est la première ressource du pays. Ensuite, que le gouvernement puisse penser à la recherche scientifique, que financer les universités pour la recherche. Jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, quelques recherches que nous menons ici en RDC, presque toutes sont financées par l'extérieur. De ce fait-là, nous, chercheurs, nous dépendons de l'extérieur et nous faisons ce que l'extérieur a envie de connaître. Quand est-ce que le gouvernement congolais va avoir un agenda de recherche pour connaître nos priorités, les priorités de notre société? Ce que l'extérieur veut connaître de nous peut ne pas être la priorité pour notre pays. Alors pour ce faire, il faut que le gouvernement congolais puisse avoir un agenda de recherche. Voilà, un agenda de recherche plus précisément en démographie, en sens de la population. Professeur Jacquemina, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Kodema, Jodencho, un grand merci à l'équipe aussi de Gabriela Kim Télévision. Merci à toutes ces personnes qui se sont battues pour que cette émission puisse être réalisée. Un grand merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission à Gabriela Kim Télévision. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas aussi de nous laisser un petit commentaire et de liker cette émission. Et les rendez-vous est pris à la prochaine. Restez branchés.